Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une énième rencontre Vlil. Et cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, elle est en partenariat avec le festival Terre de Parole. Terre de Parole qui a comme formule, comme slogan de Jacques Prévert, Notre vie, c'est maintenant. Et donc, il se déroulera ce festival du 30 septembre au 8 octobre, qui organise chaque année un festival de lecture, de performances, de rencontres littéraires, de théâtre, dans différents lieux culturels en Seine-Maritime. Et en parallèle de ce festival, on a aujourd'hui ce prix Première Parole, qui a donc été créé en 2020. Et chaque année sont sélectionnés 6 finalistes, 6 premiers romans francophones qui sont publiés dans l'année précédente. Et cette année, donc cette sélection, nous avons la chance d'avoir 3 autrices qui sont sélectionnées pour ce prix. Et la prochaine rencontre avec les 3 autres auteurs sera donc mercredi prochain. Cette sélection, elle est faite par qui concrètement? Elle est faite par des équipes du festival en partenariat avec d'autres librairies indépendantes, bibliothèques et la médiathèque départementale de Seine-Maritime et aussi, évidemment, Variant les éditions en live. Cette sélection, elle est ensuite proposée aux lectrices, aux lecteurs volontaires qui sont réunis dans des comités de lecture. Et ensuite, ces comités sont donc au nombre de 34, ce qui représente à peu près 400 lectrices et lecteurs. Et fin septembre, les comités voteront pour élire donc le vainqueur du prix Première Parole et Martin acquiesce. Donc c'est bon, je suis sur les bons rails. Alors on va commencer cette soirée avec Mona Messine qui nous a produit un magnifique roman. Et les 3 romans de ce soir sont singuliers et de qualité, c'est une évidence, avec Biche aux éditions Livre Agité. Alors Mona, on va commencer déjà par parler de toi, de vous. Je ne sais plus si je ne dois te tutoyer ou vous voyez, peu importe. Tu as été élevée à l'orée d'une forêt dans le Luberon. Et évidemment, on comprend pourquoi. Tu as co-créé et tu es toujours éditrice de la revue Début, qui déniche des voies littéraires poétiques émergentes. Et là aussi, on voit le lien avec ton roman. J'aimerais que tu nous parles de ton attelage, de tes débuts en littérature concrètement, avec peut-être cette expérience avec la plateforme Les Mots. Sûr. Bonjour à tous, bonsoir. Tu peux me tutoyer, Anthony, donc, on a eu l'occasion de se rencontrer déjà, et c'était un plaisir. Mes débuts en littérature ont été assez rocambolesques, si je peux me permettre, mais une chose importante à savoir, c'est que je n'ai jamais rêvé d'être écrivain. Euh, je ne pensais pas que c'était un métier possible et j'ai jamais écrit quand j'étais plus jeune. Et en fait, un jour, je cherchais une activité à faire, un peu comme on aurait pu prendre cours de russe ou poterie ou cuisine. Et je suis tombée sur une publicité pour des ateliers d'écriture à l'école Les Mots. Les Mots, c'est une école qui réalise des ateliers en invitant des écrivains qui vont faire, en fait, qui vont donner des consignes d'écriture à des groupes qui vont ensuite écrire ensemble et se partager leurs textes. Et ce soir-là, la première fois que je suis allée dans un atelier dans cette école, je suis un petit peu tombée dans la marmite des mots et j'ai commencé à écrire. Ça s'est très bien passé tout de suite et je me suis rendu compte que c'était tellement amusant que je ne voulais faire plus que ça, ce qui est arrivé très vite. Quelque temps après, à force de côtoyer justement beaucoup de jeunes écrivains, je dis bien écrivains et pas écrivains, c'est-à-dire des personnes qui écrivent et qui ne sont pas publiées, j'ai eu envie de les réunir et de réunir leurs premiers textes dans une revue qui s'appelle effectivement Début. L'idée de la revue, c'est à la fois de lancer des premières plumes et en même temps de les faire parrainer par des auteurs qui sont un petit peu plus connus, un petit peu plus établis, parce qu'on sait tous que le chemin vers l'édition des premiers romans peut être difficile et cette revue, en fait, leur donne une forme de vitrine. Voilà. Et donc, le premier numéro, par exemple, a été marrainé par Chloé Delhomme et on essaie à chaque fois d'avoir un petit rassemblement d'écrivains comme ça dans la revue, entre 6 et 15 écrivains en fonction des numéros. Et c'est partagé à moitié par les inédits et à moitié par des auteurs voilà, plus établis. Euh, Cette vitrine-là, elle permet à la fois de tester sa plume pour ceux qui sont intéressés, de voir si en fait le texte paraît bien dans une revue papier parce que parfois on écrit des petites choses mais on ne sait pas si elles sont éditables, publiables. Et l'idée de la revue, c'est en fait à la fois de fournir une expertise mais aussi d'échanger avec le monde de l'édition, d'échanger avec le monde du journalisme, des libraires, d'avoir un vrai objet pour présenter des premiers textes et pour les partager tout simplement, pour qu'ils ne restent pas dans les placards. C'est une idée qui était forte quand on a lancé la revue parce que c'était le moment du confinement et Anthony, je sais que ça crée
voilà, beaucoup d'envie créative autour de la littérature, ce genre de période. Et donc, nous, on avait envie d'avoir un objet à s'échanger avec des textes dedans. Et c'est pour ça que la revue est née. C'est aussi donc à cette période-là que j'ai fini par trouver un éditeur et que Biche est devenu ce livre. Voilà. Alors justement, comment ce livre est devenu Biche? Il me semble, si mes informations sont bonnes, qu'à l'origine, c'était un tableau, une œuvre qui s'appelle Diane et Actéon, qui est exposée à Londres. Qu'est-ce que ce tableau a fait? euh, Qu'est-ce qu'il t'a procuré comme émotion? Qu'est-ce qu'il t'a procuré comme idée pour que tu puisses, en tout cas, débuter un roman à la suite de cette vision de ce tableau? Alors, avant de voir ce tableau, j'étais en train d'écrire des textes autour des sujets féministes et des sujets sur la violence entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les différents groupes sociaux. Ça, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup et qui porte ma plume. Et l'ensemble des textes que j'écris sont sur ces rapports-là, rapports de force, déconstruire les rapports de force, évidemment, dans ce sens-là, hein, pas les souligner, entre les genres, entre les catégories sociales, entre les hommes et les animaux, entre guillemets le fort et le faible. Ce qui m'animait à ce moment-là, c'était un petit peu de trouver, puisqu'on était encore c'était entre 2018 et 2020, de trouver une forme pour raconter ça d'une façon où ça n'avait pas été encore fait. À l'époque, les romans type La famille agrandée, Le consentement, etc., n'étaient pas encore sortis ou connus. Et c'était assez mal reçu parfois par les éditeurs d'écrire sur ces sujets-là. Et je cherchais une forme. Et quand j'ai vu ce tableau, j'ai compris qu'en fait, la fiction et la mythologie pouvaient être des formes qui correspondaient à mon envie. C'est un tableau qui est c'est un petit peu comme si vous voulez voir sur Google le tableau de Rosa Bonheur avec le grand cerf, qui est très très caractéristique. C'est vraiment ce qu'on appelle un tableau, une image, c'est-à-dire qu'on est tout de suite en un seul plan fixe, on est immergé à la fois auprès d'un animal, dans un monde très caractéristique qui est celui de la forêt, et ça fait vivre un univers assez fort. Et ayant effectivement grandi près d'une forêt, avec tout cet aspect sensoriel qui entourait toute mon enfance, cette envie de le partager, eh bien, ça a convoqué chez moi des images très très fortes et des sensations très très fortes. Et j'ai eu envie de les partager dans un texte. Et de là, je me suis dit que la figure de la biche et celle du chasseur étaient des bons moyens de fiction pour faire vivre ce rapport de force duquel je voulais parler, que je voulais contribuer à déconstruire. Et j'ai imaginé plutôt donc une fiction qui se passerait autour de la nature et de la chasse, et plus uniquement des rapports de force. Mais ça m'a permis de créer aussi d'autres personnages et d'utiliser cet univers de la forêt pour construire un décor qui est quand même qui au fil du livre, pour ceux qui l'ont lu, devient plus un personnage qu'un décor, et en même temps d'avoir des personnages qui rappelaient des choses très mythiques chez les gens. Une biche et un chasseur, c'est des personnages qui sont très marqués, très forts. Quand on dit biche, on pense tout de suite à certaines qualités et chasseur à certains défauts. Et donc, c'est cet aspect théâtral un petit peu que le tableau m'a apporté et m'a permis voilà, d'instiller dans le livre. Justement, comment tu as... Alors, ce qui est très intéressant dans ce livre-là aussi, c'est que tu as donné le même poids, la même parole à l'animal et à l'homme, de manière extrêmement complémentaire. Il n'y en a aucun qui prend le dessus par rapport à l'autre. La parole est donnée instinctivement à la biche, ou en tout cas aux animaux. On parlera également du fait qu'ils sont tous nommés. Ça aussi, c'est peut-être très intéressant de le signaler, et qu'ils ne sont pas nommés uniquement par leur fonction, mais aussi par un prénom qui peut personnaliser peut-être un petit peu plus les choses. Mais j'aimerais que tu nous parles de ce poids donné, de ce poids équilibré, de ce poids conjoint que tu donnes entre l'animal et l'homme. Quand on étudie la littérature sur les animaux, on s'aperçoit assez vite que l'animal est souvent utilisé comme personnage, mais jamais considéré comme personnage. C'est-à-dire que le chien va être le meilleur ami de l'homme, mais n'est pas un personnage en soi. Lorsque les animaux sont des personnages en soi, et là vous connaissez tous les Disney par exemple, mais ce n'est pas du tout les seuls à faire ça, quand les animaux sont des personnages en soi nommés, ils se comportent comme des êtres humains. Ils ont des voix et des paroles et ils ont les mêmes attentes et les mêmes buts que les êtres humains. Mais on a rarement vu des œuvres dans lesquelles l'animal est considéré pour lui-même. C'est-à-dire que son intrigue de personnage, son destin de personnage, ses adjuvants, ses péripéties, ce qui va l'animer tout simplement,
eh bien, c'est rarement ce qui, dans la vraie vie, ferait qu'un animal s'anime. Soit on l'humanise, soit au contraire, on le chosifie. Et j'avais envie de retranscrire ces besoins animaux. C'est-à-dire que mes personnages animaux, la biche, il y a aussi un qui est malade, plus, et bien tous ces personnages-là, ils ont leur propre intrigue. C'est-à-dire que la biche, au début de l'histoire, a faim, soif, c'est le dernier jour de l'été, elle veut kiffer les chasseurs, ne représente pas uniquement l'image que nous, les humains, en avons, c'est-à-dire un rapport de force, mais également pour elle des choses très très concrètes qui vont être je dois m'enfuir, je vais pouvoir remanger et reboire que dans quelques heures quand les chasseurs seront partis. Et je pense que s'intéresser en fait à ce qui fait l'autre, que ça soit un animal, que ce soit l'autre genre, que ce soit un autre groupe social, c'est vraiment à partir de là qu'on va... Évidemment, c'est très utopique, hein, ce que je dis, c'est très ambitieux par rapport à un petit livre, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment se mettre à la place d'eux qui m'a intéressée. Ça m'a intéressée d'écrire en me disant, maintenant, je suis une biche, je suis un chien, et qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais concrètement si j'avance sur le chemin là? Comment mon corps bouge? Comment je penserais? À quoi je penserais? Et déjà pour l'exercice littéraire, c'était assez intéressant à faire. Je me suis vraiment amusée à faire ça. Et en plus, je pense que ça fait basculer le regard en fait d'un lecteur. Et si on faisait ça sur plein d'aspects et plein de conflits, je pense qu'on pourrait comprendre et voir un peu plus la beauté des choses et la problématique des gens, en fait. Donc, j'avais envie de voilà de pas être sur quelque chose de tout noir ou tout blanc, mais plutôt sur un jeu de regard, puisque le livre est effectivement construit à partir d'un huis clos entre la biche et le chasseur qui se regardent l'un et l'autre et qui vont s'évaluer et pas seulement à la lumière de la peur immédiate, mais de plein d'autres éléments. J'aimerais que tu nous parles justement de cette construction du roman parce que j'imagine la difficulté que ça a pu être de doser, de jauger, parce que tu renverses les codes d'un postulat de base où le chasseur tue une proie. Là, tout est totalement bouleversé. Concrètement, étant donné que c'est une allégorie, une grande allégorie, à mon sens, en tout cas sous différents aspects, mais comment on construit un tel roman sans tomber dans la normalité au final? Ça n'a pas été de tout repos. À l'origine, j'avais 200 pages avec uniquement la biche et le chasseur qui se faisaient face dans la scène finale où le chasseur potentiellement va tuer la biche. Et donc, on avait finalement trois, voire quatre personnages. On avait la biche, le chasseur, le fusil et la forêt. Mais ça, c'est très dur à faire. Je pense que j'avais pas encore, j'ai pas le talent pour que ça soit passionnant sur 200 pages. À partir de là, j'ai eu envie de rajouter des personnages qui ont émergé petit à petit. Le hérisson, les congénères de la biche, le chien du chasseur, d'autres chasseurs, etc. Et pour les faire exister, évidemment, me sont venues tout de suite les caractéristiques un petit peu clichés de ces personnages, mais j'avais envie de les contrebalancer. Donc, chaque personnage a évidemment des qualités ou des défauts par rapport à leur rapport au destin. On a le chasseur qui va tenter d'aller absolument dans son destin, mais qui effectivement va se planter. La biche qui va tenter de retourner le destin. On a un chien qui est un petit peu, comment dire, coincé dans son destin puisqu'il est entre les hommes et les animaux. On a un personnage féminin chez les chasseurs qui est la chef des rabatteuses qui, elle, pourrait avoir un autre destin mais ne parvient pas à l'accomplir. Et on a aussi un personnage qui s'appelle Basile, c'est un enfant qui a chassé pour la première fois le premier jour de la chasse qui va lui sombrer dans un destin absolument noir tout au long du livre. Euh, pour qu'il n'y ait pas de normalité, en fait, j'ai essayé de penser hors des clichés. C'est-à-dire que quand on convoque une image, ou par exemple la forêt ou la biche, on a tout de suite des éléments qui viennent en tête. Et j'ai essayé d'aller un petit peu plus loin. J'ai essayé de creuser, j'ai essayé de lire plein d'œuvres autour de la biche ou de la forêt pour voir les aspects différents. Et je pense que c'est cet aspect multifacette, en fait, qui permet de ne pas faire quelque chose de simpliste ou de normal ou d'habituel.
Et renverser, en fait, une fois qu'on se dit j'ose et il faut le faire, c'est pas très compliqué, il suffit de changer une phrase. Au lieu de dire, je sais pas, par exemple, ils tombèrent amoureux et eurent beaucoup d'enfants, eh bien, ils ne tombèrent pas amoureux, ils n'eurent pas d'enfants et se séparèrent. Et voilà. Et en fait, c'est une négation des choses qu'on attend. Et se dire tout le temps, à chaque fois qu'on écrit, et si c'était l'inverse? Et si c'était le contraire? Et si c'était juste un pas de côté? Qu'est-ce qui se passerait? Voilà. C'est, c'est ça qui m'a animée. Et puis, c'est vrai que c'est hyper chouette, en fait, de faire le contraire de ce qu'on attend. J'aimerais qu'on revienne sur le statut de d'Olaf, ce chien de chasseur, qui est peut-être le personnage qui existait entre guillemets avant 2015, puisqu'avant 2015, l'animal était considéré comme un bien meuble. C'était une chose. Depuis, c'est un être doué de sensibilité. C'est peut-être le seul qui est entre les deux, comme tu viens de le dire, mais tu voulais absolument des personnages aussi qui soient absents d'un certain manichéisme. On sent en effet que tu te bats contre les clichés et clairement là, c'est réussi puisqu'il n'y en a pas. Mais ce chien-là, j'ai l'impression qu'il a une place importante aussi dans le récit parce qu'il est entre les deux, entre le monde des hommes et le monde des animaux, sans savoir réellement où se positionner. Ah, Olaf, effectivement, ne se pose pas la question d'abord de comment se positionner au départ, puisque c'est le chien fidèle du chasseur. Donc là, on est vraiment sur une caractéristique très forte. Il va faire ce que le chasseur lui dit. Il l'accompagne quoi qu'il arrive. Quand le chasseur se perd, je spoil un tout petit peu, mais comme ça, vu qu'on a dit qu'il se passait des choses inattendues, quand le chasseur se perd, le chien reste avec lui. Il attend sous la pluie avec lui. Il attend le signal du chasseur. Il est dressé, en fait. Néanmoins, il y a des caractéristiques animales qui vont le traverser. Comme les autres, il va avoir faim, soif, mais en fait, comme les êtres humains. Et je pense que Olaf, c'est un chien qui est très humain, c'est-à-dire il est attendri parfois par l'odeur des champignons dans la forêt parce qu'il imagine qu'on va faire une sauce un peu sympa et manger un truc un peu meilleur que d'habitude. Euh, il va hésiter parfois mais rester loyal envers son maître parce que c'est un chien. Et il est dans cette forme de destin qu'on attend, mais on comprendrait que ce soit lui qui brise son destin puisqu'il est du règne animal. Il y a un autre personnage, parce qu'il n'est pas le seul à avoir cette contradiction, c'est Elisabeth, la biche qui est malade. C'est une biche que le chasseur va trouver un moment dans la forêt en chassant la biche principale. Et Elisabeth, c'est un personnage qui, elle, normalement, ne fait que partie du règne animal, mais sur son lit de mort, se met à hésiter. C'est-à-dire que juste au moment de mourir, elle s'approche du chasseur et elle aimerait bien qu'il lui caresse la tête, alors qu'elle est censée avoir peur de lui. Et que ce soit Olaf ou Elisabeth, j'ai trouvé ça intéressant de s'intéresser à pourquoi parfois on est contre son camp, pourquoi parfois on reste dans son camp alors que c'est pas logique. Et je voulais interroger la notion de loyauté du chien. Pourquoi rester loyal en fait? Est-ce que c'est uniquement par le dressage ou est-ce que c'est l'amitié au long cours qui le lie au chasseur? Ou est-ce que c'est finalement l'impossibilité à ne pas accomplir son destin? Et alors évidemment, c'est un grand roman également engagé notamment sur la place de la nature, sur l'écologie, comme une sorte de prise de conscience, parce qu'en réalité, sur des petits détails comme ce moment où Alan prend sa voiture et égratigne tous ces feuillages, ça nous fait aussi prendre conscience de certaines évidences parfois qu'on oublie quand on marche dans une forêt, quand on se promène, de l'impact qu'a un être humain sur son environnement extérieur. Et ça, en effet, c'est quelque chose qui était, j'imagine, proéminent dans ce que tu voulais écrire. Figure-toi que ce qui est assez paradoxal, c'est que là où j'ai grandi, donc près de cette forêt dans le sud-est, et les forêts que j'ai pu traverser ensuite, par exemple l'Amazonie, parce que j'ai fait un grand voyage au Brésil il y a quelques années, j'ai plus ressenti l'emprise de la forêt sur moi que l'emprise de l'humain sur la forêt. C'est-à-dire que un jour, j'étais au bord de l'Amazone. Je me suis assise. L'Amazone, c'est un fleuve qui est tellement large qu'on dirait que c'est l'océan quand vous êtes en face de lui. Et j'ai juste regardé le soleil se coucher sur le fleuve. Et il y a eu un bruit tel, je n'ai jamais entendu un bruit aussi assourdissant. C'était des crapauds qui chantaient en fait. Des crapauds, des oiseaux. Il y avait plein de bruit autour, mais enfin, c'était 100 fois plus fort qu'un bruit de festival. Et ce bruit-là, cette vibration,
je l'entends presque encore, en fait, des années plus tard. Et je pense que quand on est au cœur d'une forêt, que ce soit une promenade simple ou alors un vrai grand voyage, quand on est proche de la nature, et vous devez tous le savoir, tous ceux qui contemplent l'océan, qui aiment se perdre dans les bois et tout ça, euh, je pense qu'on est infusé de quelque chose. C'est bien pour ça que beaucoup d'écrivains vont simplement se promener quand ils n'ont plus d'idées. On est infusé, on a des images, on vit cette sensorialité-là, sensorialité qui en plus est notre point commun à tous. C'est-à-dire que pour communiquer, on va faire des sons, pour partager une image ou une information, on va connaître la même odeur, partager une musique. Tout est sensoriel en fait. Et la sensorialité, c'est vraiment pour moi un point commun à l'humanité et aux animaux, qui permet de vivre des choses collectives. Et la forêt, c'est vraiment cet univers-là. C'est-à-dire que quand on est dans une forêt, en termes de sens, c'est incroyable tout ce qui se passe. C'est incroyable. Mais quand je dis la forêt, ça arrive aussi en ville, hein, quel que soit le décor. Ce que je veux dire, c'est que l'environnement, de manière générale, que ce soit un environnement humanisé ou un environnement complètement sauvage, va vraiment s'appliquer et vous laisser une trace quelque part. Peut-être que vous avez lu, certains d'entre vous, Croire aux fauves de Nastacha Martin. C'est un livre incroyable sur la rencontre d'une anthropologue et d'un ours. Et j'ai trouvé que cette empreinte-là est très bien caractérisée aussi. Alors bien sûr, préservons l'environnement et n'oublions pas que il faut pas l'abîmer, mais en même temps, le conserver loin de nous empêche aussi ses marques sur l'être humain. Et je pense que l'harmonisation, la vie ensemble, me semble des solutions beaucoup plus efficaces. Voilà. D'ailleurs, tu écris, il laissait vivre la nature et renonçait à son pouvoir d'homme. Est-ce que finalement c'est ça? Est-ce qu'en réalité, entrer dans une forêt, entrer dans la nature, c'est aussi renoncer à son pouvoir d'être humain? Est-ce que les deux sont compatibles ou au contraire, ils s'excluent? Moi, je trouve qu'on se leurre un peu quand on pense qu'on a un pouvoir d'être humain. Je pense que c'est un faux pouvoir et je pense que c'est un faux pouvoir auquel on a besoin de croire pour pas avoir peur ou pour pas se laisser submerger par toutes ces questions existentielles de l'homme, la mort, etc. Et je pense que penser qu'on a du pouvoir face à la nature, ça, c'est ce qui l'a endommagé pendant les derniers siècles. Et je pense qu'on voit très bien aujourd'hui, on a tous souffert cet été de la chaleur, que on va se faire éclater en retour en fait, que c'est la nature qui a du pouvoir, que certes on abîme des choses, mais la machine Terre est plus grande que nous. Et dans Biche, on voit bien que la forêt est plus grande que le groupe d'êtres humains, malgré leurs fusils, malgré leur puissance. La démonstration que l'humain n'a pas de pouvoir, c'est bien qu'il a besoin d'armes pour abîmer les autres. Il a besoin d'outils en plus. Et ça, c'est vraiment pour moi comment dire, l'illustration de l'impuissance de l'homme. Et je pense vraiment que la pluie, le bruit, l'orage, les vagues, l'océan, ça, c'est une puissance qui est réelle. Tout simplement parce que ça sera là toujours. Et en même temps, ça n'a pas vocation à abîmer les autres, c'est là. Alors que le pouvoir de l'homme, ou le pouvoir qu'on croit avoir, réside sur le fait d'avoir peur et de vouloir se défendre de quelque chose. Et encore une fois, là, la clé serait la vie en harmonie. Alors bien sûr, c'est difficile à mettre en place. Là, je parle de manière très utopique et très théorique. Euh, Dans le livre, je pense que tout se passe bien tant que l'homme ne sort pas son arme. C'est-à-dire que les animaux sont heureux et les hommes pourraient être heureux en se baladant un dimanche dans la forêt et en ramassant des champignons. C'est-à-dire que ça suffirait. Mais il faut qu'un homme, qu'un groupe d'hommes, et de femmes aussi d'ailleurs, c'est pas uniquement des hommes, euh, s'attache à ce pouvoir et veuille à tout prix l'exercer pour que tout parte en vrille. Voilà. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous donnez la parole aux chasseurs dans ce livre-là, avec des arguments que certains entendront, j'en suis persuadé aussi. C'est bien peut-être là le problème, ce plaidoyer contre la chasse aussi. Justement, est-ce que le meilleur moyen, est-ce que votre plus grande fierté, ta plus grande fierté, ce ne serait pas de qu'un chasseur revienne avec ce livre-là dans les mains et te dise, j'ai compris. Euh, je, je- Est-ce que tu penses cela possible aussi? Alors, je pense que c'est possible.
Je pense aussi que je ne l'ai pas fait avec un but de convaincre des gens, c'est-à-dire que je voulais surtout partager l'univers de la forêt. Je voulais partager cette sensorialité dont je parlais tout à l'heure. Je pense aussi que c'est pas un plaidoyer anti-chasse parce qu'il y a des aspects du monde de la chasse que je peux comprendre. Par exemple, le fait de se retrouver, d'en faire un moment social, d'en faire un moment autour de la fête, de la cuisine, de la famille. Et bien évidemment, on n'a pas besoin de tuer des animaux pour faire ça, mais je pense que c'est la clé pour comprendre le fait que les chasseurs ne lâchent pas leur hobby, leur loisir. Parce que ça représente d'autres choses, ça représente un moment social, ça représente de l'amitié, ça représente une tradition. Mais je voudrais te raconter une anecdote. C'est pas tout à fait mon livre qui a convaincu un chasseur de ne plus chasser. Mais un jour, après une rencontre littéraire, l'année dernière, aux correspondances de Manosque, je me suis un petit peu échappée du festival et je suis allée acheter mon petit pot de miel dans une boutique de la ville. Et l'apiculteur m'a demandé ce que j'écrivais, donc je lui ai un petit peu raconté Biche. Et il m'a confié qu'il était chasseur avant et qu'un jour il s'était retrouvé en montagne euh, face à un chamois. Comme vous voyez, les chamois, c'est vachement beau en plus. Et il était donc face à ce chamois, et il s'apprêtait à lui tirer dessus et il m'a dit qu'il a croisé le regard du chamois. C'était un jour comme les autres, il me semble que c'était donc forcément en automne. Il m'a dit qu'il faisait un grand soleil, mais un grand froid, donc vraiment le début de l'automne. Et il a croisé le regard de ce chamois, il a posé son fusil, il n'a plus jamais chassé parce que rien qu'avec le regard du chamois, il a été bouleversé. Et il me raconte cette histoire en disant que depuis, il ne chasse plus et qu'il a créé des ruches et qu'il préserve les forêts. Et j'ai trouvé ça effectivement absolument touchant. Mais surtout, je me suis dit, mais ça veut dire que avant, il avait chassé pendant des années sans jamais croiser le regard de l'animal en face. Et en fait, c'était ça, c'est ce qui m'a confirmé. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment un sujet de regard et un sujet d'empathie, en fait, un sujet de reconnaissance des êtres. Et voilà, je pense que ça m'a vraiment animée d'explorer cette question-là en écrivant. Très bien. Et donc, ça confirme en effet le sujet du livre qui était pile poil dans ce que tu voulais écrire. J'ai une dernière question avant que tu puisses nous lire un extrait, Mona, parce que je vois que le temps tourne et qu'il faut respecter ce temps de parole comme devant l'Arcom. Euh, J'aimerais que tu nous parles de la poésie, du rôle de la poésie qui est dans ce roman-là, qui est dans les trois romans qu'on reçoit ce soir. Mais cette poésie-là, dans un univers extrêmement, entre guillemets, viril, violent, avec des actes d'incivilité, une traque, du harcèlement, tu arrives quand même à distiller ces moments de poésie. Est-ce que la poésie a un rôle particulier pour toi? Est-ce qu'elle se distille un petit peu partout dans ton écriture? Est-ce que tu la traites différemment aussi dans l'écriture de ton roman? Quel est son impact? Quel est son rôle dans ce que tu écris, dans ton métier d'écrivain? Oui, il y a un énorme rôle de la poésie dans mon travail d'écriture. Déjà, moi, je suis bercée de poésie. J'adore en lire et même en écouter. Je suis assez fan de cette scène littéraire qui s'exprime avec des micros et autour de la poésie. Et je vous ai raconté tout à l'heure que c'était 200 pages de huis clos à l'origine, Biche. Et pour travailler ce huis clos, en fait, pour que ça soit vivant, j'ai beaucoup travaillé sur les mots, sur les phrases. Un grand nombre de phrases dans ce livre sont des alexandrins. Mais en les écrivant, je choisis pas l'alexandrin, c'est-à-dire que la phrase sort telle qu'elle. Souvent, c'est rythmé parce que je suis musicienne, parce que mon univers est vraiment empreint de musique et de rythme, et que j'ai l'habitude soit de lire des choses très rythmiques, soit d'écouter, et que je pense que quelque part, ça ressort. Et après, effectivement, je travaille ces phrases quand les phrases sont très belles, qu'il s'agit d'alexandrin, mais qu'elles sont très inutiles pour l'histoire. Je me bagarre un peu avec mon éditeur et puis on finit par dire que il faut de la poésie, mais comme on est sur un roman, il faut aussi une histoire qui tienne la route. Euh, je ne suis pas du tout convaincue que je vais écrire uniquement des romans par la suite. Je pense qu'il y aura beaucoup de petits morceaux de texte, de petites bribes. Et je pense que le choix de l'univers de la forêt a rendu quand même facile cette poésie. Parce que, comme je disais, on peut piocher des éléments sensoriels dans la forêt, des odeurs, des couleurs.
même la lumière, surtout, il y a un gros travail sur la lumière dans ce livre, peuvent vraiment venir rajouter un effet poétique au texte. Et puis, au fur et à mesure que l'histoire avance, une fois que la forêt est bien installée, parce que pour ceux qui l'ont lu, vous savez qu'on prend son temps quand même pour s'installer dans cette forêt. Au début, on y va à pas de, j'allais dire à pas de loup, mais à pas de biche, évidemment. Euh, une fois que tout est installé, il va y avoir un rythme qui s'accélère. Le chasseur se perd, il se met à pleuvoir, et effectivement, le rythme de l'histoire s'intensifie. Les heures passent plus vite par rapport au nombre de phrases et de pages. Et là, on va avoir un effet que j'ai pas forcément cherché au départ, mais que j'ai travaillé ensuite, qui est un raccourcissement des phrases et des phrases de plus en plus rythmées, de plus en plus courtes. Et on passe d'alexandrin à phrases en hexasyllabes assez rapidement. Ensuite, on passe sur des demi-phrases. Il y a aussi beaucoup de phrases sans verbe. Et ça se travaille vraiment à l'écriture, ça. Et en fait, sans avoir forcément voulu que les actions soient plus rapides, le simple fait de travailler cette écriture et de l'accélérer va donner cet effet-là au lecteur. Et ça, je l'ai constaté parce qu'en fait, en relisant mon texte, je fais un travail à voix haute. Et ça se ressent assez bien. Parfait. Alors, on va faire une petite photo une fois pour toutes, vu que les trois autrices sont là. On fait une petite photo de groupe, comme ça je n'oublie pas. Et ensuite, Mona, tu nous liras un premier extrait. Ouais. C'est bon, parfait. Mona, c'est à toi. Une chouette ulula au-dessus de Gérald, tout en haut, sans doute caché au creux d'un tronc. Soit l'averse diminuait sans pudeur la luminosité et la détraquait, soit le jour se terminait trop vite pour que Gérald demeure imperturbable. Il sentit Olaf fatigué avec lui jusque dans ses poches. Ses jambes, en revanche, et l'envie déchirante de fumer une cigarette, tant pour le tabac que pour se réchauffer, lui traversèrent l'esprit, alourdissant sa démarche qui devint un vacarme étouffé de pieds qui frottaient le sol. Puis de nouveaux coups de fusil survinrent. Sans doute un appel du groupe pour l'aider à retrouver sa trace, à se signaler. Au loin, les autres avaient jugé que c'était une bonne idée, connaissant l'entraînement solide d'Olaf à pister des chasseurs, guère passionnés par les fusées de détresse qu'ils trouvaient moins nobles que les balles. Ils devaient le chercher depuis longtemps. Mais le glouglou de la pluie le long des arbres, les bruits du cœur de la forêt, le ciel qui grondait sans cesse, et maintenant le vent, l'empêchèrent de localiser parfaitement le lieu d'où provenaient les tirs. C'était peut-être derrière lui, ou alors devant. Le chien, lui, savait. Salvateur. Il désigna du museau la droite. Son maître lui fit signe d'attendre. La direction, il l'avait. Il escomptait maintenant la réduction des torrents avant de s'engager. Demeurer sous un arbre ajoutait toutefois à l'urgence. Gérald ne parvenait pas à se décider entre le froid mouillé et le risque de foudroiement. Il agissait comme s'il ne connaissait pas le second, se sentant exempt des risques, n'ayant plus beaucoup de choix. La première étoile apparut non loin. Merci, Mona. Voilà. Merci, Mona. Et on va donc passer à la deuxième autrice ce soir. Merci infiniment, Mona. Céline Rigui, donc, pour son roman, pour son premier roman, puisqu'il n'y a que des premiers romans, Berline aux éditions du Sonneur. Justement, Mona parlait de musique et vous êtes chanteuse et parolière aussi. Je ne sais pas si Kinga l'est aussi, elle nous dira tout à l'heure. Mais justement, Céline, en tant que parolière, parce que le rythme de votre roman, il est aussi extrêmement, je ne vais pas dire dansant, mais en tout cas, il est extrêmement rythmé. Euh, Est-ce que ces activités de parolière, de chanteuse, ça vous aide ou au contraire, ça vous dessert dans l'écriture? Est-ce qu'il y a ce conflit incessant de rythme qui, qui vous met dans une posture peut-être dantesque quand vous écrivez? Mhm. Alors, bonsoir tout le monde. C'est une très bonne question, Anthony. C'est les deux, en fait. Ça va me servir parce que c'est vrai qu'on dit souvent que j'ai une plume assez musicale. Et de la même manière que Mona vient de le dire, généralement, quand je relis mes textes, je les relis à voix haute parce que j'ai besoin d'entendre si ça sonne ou si ça sonne faux.
Et à la syllabe près, je vais pouvoir me dire, là, j'entends une fausse note. Donc, il faut que je rajoute un mot, etc. C'est comme ça que j'écris. Mais je peux aussi faire des alexandrins malgré moi. Et ça, c'est aussi un peu la bagarre que j'ai avec mon éditeur, qui m'avait dit de façon très pertinente un jour que, attention, tu écris une histoire, on est dans un roman, et donc la forme doit être au service du fond et pas l'inverse. Voilà. Donc, c'est un savant équilibre à trouver entre se laisser complètement aller à cette musique des mots qui me préoccupe et qui m'occupe, moi, depuis que je suis toute petite, et ne pas oublier qu'on écrit un roman et donc qu'on écrit une histoire. Donc, il faut bien rythmer les choses, effectivement, mais euh, on est dans la prose avant tout. Alors j'aimerais qu'on établisse aussi votre histoire personnelle, puisque ce roman-là est issu de votre histoire personnelle, ou en tout cas familiale. Vos deux grands-pères étaient miniers dans des mines de fer et de charbon. Et Mhm. j'imagine que ce premier roman ne pouvait pas avoir un autre sujet que celui-ci, avec ce gros clin d'œil appuyé à votre passé familial. Exactement. Alors, en fait, il y a l'histoire de Berlin du roman, c'est la conjonction de plusieurs choses. C'est déjà mon passé, hein. Je suis petite fille de mineur, effectivement. Je fais partie de ces petits-enfants immigrés, voilà, des personnes qui sont venues d'Italie pour travailler dans les mines de fer, les mines de charbon, notamment en Lorraine ou dans le Nord. Et j'ai toujours été aussi très préoccupée par le thème de l'enfermement, donc de la liberté, puisque ce sont les deux faces d'une même médaille. Et bah, tout naturellement, on va dire que le contexte de la mine se prêtait bien justement à cette situation, au fait de pouvoir bloquer mon personnage quelque part, de pouvoir l'enfermer pour qu'il puisse mieux se réveiller, on va dire. Et puis, depuis quelques années aussi, j'anime des ateliers d'écriture en milieu carcéral, à la maison d'arrêt de Strasbourg notamment. Et c'est vrai que le livre vient aussi d'une phrase d'un détenu un jour qui m'a dit, vous savez, madame, quand on est enfermé toute la journée, qu'est-ce qu'on peut bien faire d'autre à part penser? Et moi, ces mots-là m'ont transpercée. Et donc, ces mots, les mots de cette personne détenue, plus l'univers de la mine, plus mon obsession, on va dire, pour la liberté et l'enfermement, eh bien, ça a donné Berlin. Alors, ça a donné Berlin, mais ce n'est pas tout, puisque comme le livre de Kinga, c'est peut-être aussi par rapport à des faits divers, ou en tout cas des histoires vraies que vous avez romancées par la suite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les deux histoires que sont celles de Franz Riva et d'Auguste Berthoud qui ont Oui. façonné ce livre? Alors, en fait, quand j'avais ma trame, on va dire, ma trame générale pour l'écriture du roman, je me suis renseignée sur les catastrophes minières qui ont eu lieu en France et notamment dans ma région. Donc, je suis originaire de Lorraine et j'ai découvert avec stupeur qu'un mineur, donc qui s'appelait Franz Riva, suite à une énorme explosion dans une mine, en fait, s'est retrouvé piégé sous une berline pendant 4 jours. Donc, il y a un wagonnet, donc la fameuse berline, hein, qui est le wagonnet dans lequel on transporte le minerai de fer ou le minerai de charbon, qui s'est retourné sur lui et qui l'a piégé, qui l'a enfermé comme sous un sarcophage. Et donc, il s'est retrouvé à la fois piégé et protégé de l'éboulement. Et je me suis dit, mais c'est très romanesque, c'est incroyable. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête de cet homme qui est resté bloqué comme ça 4 jours sous une berline? Et l'autre visage qui m'a Et hantée, Franz Riva, c'était en Moselle en 1919. exactement, c'était juste après l'armistice. Et l'autre personne qui m'a vraiment marquée, dont le visage m'a hantée pendant toute l'écriture du roman, je dis bien hantée parce que je l'avais même en fond d'écran, hein, j'avais fait des travaux de recherche. C'est la figure d'Auguste Berthoud que vous pourrez voir si vous allez sur Google, hein, vous tapez Auguste Berthoud, catastrophe de Courrières. Donc, c'est la plus grande catastrophe minière de France, hein, qui a eu lieu en 1906 dans le Nord. Et on le voit sur son lit d'hôpital, euh,
Et cet homme a erré pendant 24 jours dans la mine en feu et il en est sorti. Donc ces deux histoires-là m'ont vraiment touchée. Et moi, quand j'écris, il faut que je sois transpercée vraiment par une histoire, par une anecdote, par quelque chose. Et voilà, donc je voulais rendre hommage aussi non seulement à ces deux hommes, mais évidemment à mes grands-parents qui ont travaillé dans les mines, à leurs femmes aussi, puisque les femmes travaillaient aussi à leur façon, peut-être pas dans la mine, mais élever des enfants, faire le ménage, faire la cuisine, tout ça, c'est du travail. Et puis, de manière générale, à tous les mineurs, il y a encore des gens qui travaillent dans des mines aujourd'hui dans des conditions épouvantables. Et on comprend en effet qu'il y a comment dire, ces personnages qui se mêlent parce qu'on a l'impression que vous avez aussi construit ce roman comme une sorte de puzzle avec ces quatre voix qui sont là dans vos têtes, qui s'entrechoquent, qui s'entremêlent. Est-ce que véritablement c'est comme ça qu'a été construit le roman? Comment vous avez dosé aussi les choses par rapport à ces quatre voix, ces quatre histoires de vos Alors, deux parents? c'est très bien vu parce qu'en fait, ma principale occupation, mon principal divertissement quand j'étais toute petite, c'était de faire des puzzles. J'ai jamais joué à la poupée, je jouais exclusivement au Lego et aux puzzles, donc des jeux de construction. Et j'ai appris par ma maman un jour qui m'a dit que en fait je faisais mes puzzles à l'envers, c'est-à-dire que la face imprimée avec le dessin, ça m'intéressait pas. Je les retournais et en fait, j'avais devant moi une face monochrome, quoi, finalement. Mais ce qui m'intéressait, c'était d'assembler les pièces. C'était pas de réaliser le dessin. Et je me suis aperçue en écrivant que je procédais de la même façon. C'est-à-dire que pour l'écriture de Berline, et c'est pareil pour l'écriture du deuxième roman, j'écris par paragraphe. Donc chaque paragraphe est une pièce de puzzle qui doit se suffire à elle-même pour moi. Et ensuite, je les assemble, donc elles ne sont pas forcément dans l'ordre, mais après, voilà, je les mets ensemble. Pour Berlin, c'était assez simple dans le sens où Fernand fonctionne par association d'idées. Un mot va générer un souvenir, etc. Donc, j'avais pas vraiment de soucis sur le plan chronologique, on va dire. Ça arrivait comme ça venait, même dans ma tête, en fait, hein. Je me suis vraiment laissée porter aussi par ce personnage qui m'a vraiment habité et qui, plus il prenait de l'épaisseur, plus il devenait de chair, on va dire, et plus il me menait par le bout du nez. Voilà. Et ce qui est très intéressant avec Fernand, c'est qu'en effet, c'est un roman d'introspection, mais il a quand même un compagnon, c'est ce corbeau, cet oiseau qui lui répond, entre guillemets. Là aussi, le rôle des animaux est important, comme pour Mona. Pour le coup, pourquoi lui avoir donné cette possibilité-là? Parce qu'en réalité, ce n'était pas forcément une évidence. Pourquoi avoir donné cette conscience, cette sorte de Jiminy Cricket, peut-être, à C'est côté de lui? ça. Alors, en fait, parce que le plus grand ennemi de Fernand, quand il était à l'extérieur, avant qu'il se retrouve enfermé dans la mine, c'était le silence. Et c'est ce qu'il se promet d'ailleurs. Il se dit, quand je serai grand, je ferai la guerre au silence, parce qu'il a évolué dans une famille où il y avait des secrets, etc., avec une mère pas aimante qui ne lui adressait que très peu la parole finalement pour le dénigrer simplement, un père taiseux, etc. Donc là, dans le noir, il va avoir le loisir justement de retrouver la parole, de s'exprimer de façon parfois très violente, puisque Berlin, c'est l'histoire d'un réveil, mais je dirais même plus d'une révolte en fait. Et donc cet oiseau qui est un peu sa part obscure, c'est un peu le Dark Vador, on va dire, qu'on a à l'intérieur de nous. Cet oiseau va lui permettre en fait de s'objectiver, et de s'observer et de devenir quelqu'un d'autre. Le but de cet oiseau, en fait, c'est de le détruire pour Fernand, c'est de faire taire cette voix sombre qui l'a toujours paralysé quand il était à la surface. C'est cet oiseau qui lui a répété que il n'avait pas le choix, que la vie c'était comme ça, que c'était pas autrement, qu'il ne pouvait pas s'en sortir, qu'il ne pourrait pas être jardinier. Et donc cette voix-là, cette petite voix qu'on peut tous avoir à l'intérieur de soi, la voix du saboteur ou du juge, hein, dans le noir, Fernand va pouvoir enfin lui tordre le cou.
Est-ce qu'il y a eu justement des essais d'écriture avant Berlin? Est-ce que ce sont vos poèmes gothiques, si je suis bien informé aussi, qui ont été à l'origine de cette obscurité? Les poèmes, à l'origine de quoi, Anthony, pardon? À l'origine de cette obscurité, de ce Oui, phénomène d'obscurité du roman. oui, parce que je pense que ce serait vraiment très hypocrite de nier la part obscure qu'on a en soi. On la porte, c'est très humain en fait. On est des, je dirais même plus, plutôt que de cliver la part obscure et la part lumineuse, je dirais qu'on est des êtres à facettes. Et donc, on a ces faces parfois un petit peu sombres qui s'expriment. Moi, je l'ai en moi. Enfin, ces faces-là, je les ai, je les cultive. Alors, j'essaye de faire comme Baudelaire, c'est-à-dire de transformer la boue en or. Et j'ai la chance de pouvoir écrire. Donc, c'est un travail, une espèce d'alchimie. L'écriture est pour moi une forme d'alchimie, c'est-à-dire que ces côtés obscurs, je peux, grâce à l'écriture, les transformer et puis cohabiter avec ces facettes-là. Donc oui, j'ai, j'ai toujours laissé cette part obscure s'exprimer librement à l'intérieur de moi, à travers l'écriture en tout cas. C'est quelque chose que je ne renie pas. C'est un peu le yin et le yang. Vous avez du noir et du blanc. Voilà. J'aime beaucoup ce qui est nuancé. Je n'aime pas ce qui est très catégorique parce que je pense que le tout noir ou tout blanc n'existe pas en réalité. Voilà. Et le tout blanc non plus. En fait, on a cette part obscure et donc pour moi, c'est important de la reconnaître parce qu'elle fait partie de l'espèce humaine. Vous écrivez que Fernand écoute sa voix intérieure et donc que son enfance explose comme un coup de grisou. Est-ce que, Mhm. est-ce qu'au final, est-ce qu'on s'écoute, est-ce qu'on devient soi-même lorsqu'on est enfermé, quand on est confronté, quand on, en tout cas, on n'a plus d'obstacles devant nous, que le monde intérieur n'est plus là? Est-ce que la solitude permet véritablement de se connaître? Alors, je pense, ça dépend quel type de solitude, si c'est une solitude qui est choisie ou une solitude qui est subie. Je pense que lorsqu'on choisit la solitude, je prends l'exemple de certains, de personnes qui vont aller méditer, etc., qui se mettent volontairement en retrait du monde. Je ne sais pas si on devient soi-même, mais en tout cas, je pense que on est plus confronté à ces différentes parts de soi et peut-être que ça permet cette solitude ou cette obscurité justement de les mettre en lumière, donc d'apprendre à mieux se connaître. Après, devenir qui on est, pour moi, ça reste très vague et très vaste parce que je ne sais pas si on peut vraiment se connaître vraiment. Euh, Moi, je me surprends tout le temps dans certaines réactions que j'ai. Je peux me surprendre à dire, ah non, mais moi, je ferai jamais ça, et puis 2 jours après, le faire, etc. Un être humain, pour moi, est toujours en mouvement, en perpétuel mouvement. Donc, se connaître totalement, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, le fait d'être immobilisé, le cas de Fernand, en tout cas, ça lui permet de retrouver comment dire, le contact avec lui et de comprendre en fait que les peurs qu'il avait quand il était à la surface étaient finalement des choses irrationnelles, des monstres qu'il avait créés et qu'il aurait pu en fait avoir la force de s'opposer au groupe, à la famille, à la société, etc. Et ça, c'est ce réveil dans le noir qui lui fait prendre conscience de ça, effectivement. C'est cette solitude forcée est terrible, mais en tout cas, cette mine est une espèce de nouveau ventre dans lequel il va pouvoir peut-être renaître. Alors, il convoque constamment ses souvenirs d'enfance. Est-ce que pendant l'écriture, ça vous a aussi donné envie de récolter vos souvenirs d'enfance? Est-ce que ça a aussi déclenché chez vous une envie ou en tout cas des souvenirs inopinés qui se sont offerts à vous? Mais on a l'impression que vous ne les mettez pas dans le livre, en tout cas, je ne le pense pas. Mais est-ce qu'il y a eu un déclic aussi pour vous en tant qu'écrivain? On sait que c'est un métier souvent très solitaire, d'introspection aussi. Pour le coup, est-ce que ça a aussi déclenché ça chez vous en écrivant Berlin? Oui, bien sûr, parce que la métaphore de la mine, le fait de descendre en soi, moi je suis un peu obsédée aussi par cette verticalité, le fait de descendre en soi. J'avais écrit une chanson d'ailleurs dans laquelle je disais
je descends en enfance comme on va au charbon. Donc oui, bien sûr, l'écriture, pour moi, c'est aussi descendre dans sa propre mine et puis découvrir des pépites ou des méchants cailloux. Voilà. Alors, dans le livre, il y a des souvenirs d'enfance, des choses que j'ai vraiment vécues. Par exemple, la description du jardin, c'est le jardin de mon grand-père parce que j'ai été élevée dans une maison de mineurs. C'est mes grands-parents qui me gardaient quand j'étais petite, puisque mes parents travaillaient. Et donc, les framboises, les mûres, les fleurs du jardin, tout ça, ce sont des choses que j'ai vécues. Et le fait d'écrire ce livre, c'était aussi égoïstement faire comment dire, un voyage en nostalgie et de pouvoir ressusciter cet univers qui était l'univers de mes grands-parents, voilà, à qui je tenais énormément. Et donc, c'était une façon pour moi, grâce à l'écriture, de revisiter ces instants passés qui n'existent plus maintenant. J'aimerais qu'on parle également de cet événement qui est terrible au tout début du livre. On ne spoile rien pour ceux qui ne l'ont pas lu. C'est le fait que cette mère ne s'est jamais remise, la mère de Fernand ne s'est jamais remise de la mort de cet enfant mort-né. Et Fernand porte exactement le même prénom, évidemment, comme un transfert, l'éternel second qui ne comptera jamais, avec Oui, une petite référence à Poulidor, l'éternel second. Ça, c'est quelque chose ouais. qu'il fallait absolument insérer dans le livre pour donner une sorte de contenance, une contenance négative, une contenance extrêmement difficile à accepter pour Fernand. Oui, alors en fait, c'est vrai que bon, le pauvre Fernand, je lui ai donné un jeu de cartes de départ qui est quand même assez terrible, mais c'était une façon aussi de dire que peut-être on peut soulever cette question. J'ai pas la réponse, mais on peut se dire qu'on peut arriver au monde avec un mauvais jeu de cartes dans les mains et se lamenter sur ce jeu de cartes et passer sa vie à se plaindre, ou alors se dire, bon, bah, j'ai ces cartes-là, est-ce que je peux pas en tirer parti finalement, essayer de faire au mieux avec ces cartes-là. Et donc, l'histoire du frère mort-né, pareil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour que j'écrive sur quelque chose, il faut que je sois transpercée par quelque chose. Et en fait, c'est l'histoire de Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh, un an avant sa naissance, il a un frère qui s'appelait Vincent et qui est mort-né. Et donc la maman a appelé Vincent son deuxième enfant. Et donc c'est ce qu'on appelle un enfant de remplacement. Moi, je me suis beaucoup interrogée quand on voit la peinture de Van Gogh, cette magnifique peinture hallucinée en mouvement, etc. Et puis aussi tous les problèmes psychiatriques qu'on lui connaît. Je me suis demandé si ce trouble de l'identité ne pouvait pas peut-être venir de là. Et donc, voilà, j'ai fait mon petit chemin par rapport à ça. Ça n'est que mon interprétation. Mais je me suis dit que mon Fernand, il allait vivre la même chose. Et c'est vrai que c'est ce que j'écris dans le livre. Il ne se sent ni mort ni vivant. Voilà. Parce qu'il porte ce fardeau, il a ce fantôme derrière lui de ce frère qui est là qu'il traîne comme une ombre derrière lui en permanence. Et la maman qui n'a pas pu faire le deuil de ce premier enfant sur lequel elle avait misé toute son affection, qui n'arrive pas à aimer son deuxième fils. Ouais. Et au-delà de Poulidor, il y a aussi un footballeur, Piantoni. Je ne pensais pas qu'un jour je lirais Piantoni dans un roman, et ça, c'est une très belle référence. Ça m'a beaucoup fait penser au film d'animation interdit aux chiens et aux Italiens. Je ne sais Exactement. pas si vous l'avez vu. Oui, oui, Un oui, tout à fait. formidable film d'animation d'Alain Huguetto. Oui. Justement, ça retrace aussi cette histoire dans les mines, dans la, je crois que c'est en Moselle, En hein, Moselle, oui, en Moselle ou Meurthe-et-Moselle, là d'où je avec viens cette de m'intéresser. immigration italienne. Avec cette Mhm. immigration italienne. On n'a pas parlé tout à l'heure des influences littéraires de Mona, mais parce que je les avais en réalité, de ce que j'ai cru comprendre, on était sur du Stefan Zweig, du Aki Shimazaki, Cesare Aira, Yannick Hellel et Mathias Sénard. Si je ne me trompe pas, Mona, on est sur, voilà, Entre autres, oui, voilà. entre autres. Céline, justement, je ne sais pas quelles sont vos influences littéraires. Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous avez lu qui vous a fondamentalement marqué? Aussi, peut-être dans un univers totalement différent, mais en tout cas, ou en tout cas, peut-être pas, hein, peut-être que c'est un univers totalement minier, mais ça va être Non, difficile. alors pas du Il y tout. en a plein. Alors justement, c'est une très bonne question. Je suis très heureuse d'y répondre parce que
on peut aborder Berlin sous sa dimension sociale, la mine, etc. Mais en réalité, j'aurais pu coincer mon personnage n'importe où ailleurs. Fernand aurait pu être enfermé, tomber, il aurait pu tomber dans un glacier, dans une faille, etc. Et donc, j'en viens à ma référence littéraire majeure. Pour moi, c'est Albert Camus. Voilà. Donc, c'est-à-dire s'interroger sur l'absurdité de l'existence. Moi, c'est ça qui me préoccupe quand j'écris, c'est de me demander, de m'interroger sur le sens de la vie profondément. C'est-à-dire, je me lève le matin, je suis là sur Terre, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je vais faire des choix qui vont être vraiment mes propres choix ou est-ce que je vais faire des choix qui sont faits par défaut parce que on m'a dit de faire comme ça, parce que mon papa m'a dit de faire comme ça, parce que la société veut que je sois comme ça. Et c'est l'histoire de Fernand. En fait, l'histoire de Fernand, c'est vraiment un héros camusien, dans le sens où c'est le héros qui va prendre conscience, en fait, bon, déjà qu'il est décalé par rapport à la réalité, qui fonctionne pas comme les autres, un peu comme Meursault dans L'étranger, et c'est ce héros qui va se réveiller. C'est l'histoire vraiment d'une révolte. Il va se révolter contre lui-même et contre ses choix qu'il a fait. Euh, et dans cette obscurité, il va pouvoir redonner du sens à son existence et se dire, si je sors de là, je reprends les rênes de ma vie en main et je choisirai vraiment ce, celui que j'ai envie d'être. Voilà. Donc, le livre Berlin soulève vraiment la question du choix. C'est un thème qui est très, très important dans le livre. Je pense que c'est pour ça qu'il a été beaucoup apprécié aussi, même par des gens qui ne sont pas du tout familiers avec le milieu de la mine, parce que le livre peut agir comme un miroir aussi, et on peut se demander, et est-ce que moi, les choix que j'ai faits, ce sont des choix que j'ai vraiment faits par moi-même, ou est-ce que ce sont des choix qui ont été dictés par des peurs, comme, comme Fernand, qui est allé travailler parce qu'il a obéi à sa mère, parce qu'il avait peur de décevoir, parce qu'il avait peur des regards obliques du village, etc. Donc Camus. Une belle référence, entre autres. J'ai une dernière question à vous poser, Céline, avant que vous nous lisiez un premier extrait. Est-ce que vous avez changé concrètement après l'écriture de ce roman? Parce qu'en tout cas, quand on vous lit, peut-être que d'autres lecteurs ont le même avis que moi ou pas, mais en tout cas, j'ai eu l'impression d'avoir changé aussi, d'avoir évolué, d'avoir eu une vision peut-être différente sur certains domaines, sur certains choix, sur la faculté de choix. Est-ce que vous aussi, vous avez eu l'impression de changer à travers le prisme de vos grands-parents ou tout simplement par le personnage de Fernand? Oui, complètement. On rigolait l'autre jour dans une rencontre parce que il y a une dame qui me disait mais, vous avez écrit, vous vous êtes mis dans la peau d'un homme, etc. Comment on peut faire ça? Fernand, c'est pas vous. Et j'ai spontanément, j'ai dit mais Fernand, c'est moi, comme Flaubert, Madame Bovary, c'est moi. Alors oui, Fernand, c'est une grande part de moi parce que mon histoire personnelle fait que moi aussi, je me suis retrouvée sous une berline métaphorique. Hein. C'est un roman qui parle d'enfermement physique, mais qui parle plus des carcans intimes dans lesquels on peut se mettre soi-même. Donc, dans ma vie, je me suis retrouvée sous une berline pendant très longtemps et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste coincée sous cette berline ou est-ce que j'ai la capacité de m'en extraire? Et j'ai réussi à m'en sortir et l'écriture du livre y a été pour beaucoup aussi parce que à partir du moment où j'ai fait le choix conscient de me dégager de cette berline, j'ai accouché du livre très rapidement, mais c'est un livre que je portais en moi depuis trop longtemps. J'étais contente de m'en débarrasser aussi. Et voilà, donc oui, une vraie transformation. Je reviens au terme d'alchimie que j'employais tout à l'heure. Le fait d'écrire sur Fernand ou de mettre Fernand en scène, il me ressemble beaucoup en fait, parce que pendant très très longtemps, j'ai avancé dans ma vie en étant gouvernée par mes peurs. Et maintenant, depuis que a été publié, beaucoup moins, en tout cas, beaucoup moins qu'avant. Très bien. Eh bien, c'est parti pour un extrait, Céline, au même titre que Mona. Alors, j'ai choisi le moment où Fernand est donc enfermé dans la mine et où il entend un grillon qui stridule. Grillon. Il entend un grillon striduler dans le silence. C'est
battent un grillon. Ça s'entend, mais ça ne se voit pas. Pour retourner le cœur, hein, rien qu'un insecte, une vie de rien du tout, alors qu'un canari, ouais, une vie de rien du tout. Pourtant, il entre dans le chant du grillon, provençal, de l'odeur mauve des lavandes. Il oublie son pays de mine, sa région sans mer ni montagne, les murs gris de sa maison sans âme, le charbon sur le plumage des oiseaux des champs. Lui, ce qu'il aurait voulu, c'est de l'océan, des terres sauvages, des respirations de bord de littoral, des bruyères, des ajoncs, des genêts, ruer vers l'ouest, foutre le camp vers le bleu, le rose, le jaune, des côtes là-bas tout en bordure du pays. Il y aurait eu le crachin, bien sûr, mais ça n'aurait pas été grand-chose à côté des ciels chagrins sous lesquels il avait grandi. Il aurait voulu s'écarter du village, du minerai, du brouillard, expulser la grisaille de sa caboche, troquer le gris des cités minières contre le bleu atlantique, fuir son berceau, s'arracher à ses racines à la manière dont le père extirpait les mauvaises herbes au jardin. Mais il baignait dans le terne, il empestait la purée de pois comme la caque pue le hareng. Il était né ici et se sentait au purgatoire pour des fautes qu'il n'avait pas commises. Un jour, il avait songé à s'enfuir et puis il avait renoncé. Il savait bien qu'il n'aurait fait que déplacer avec lui que des tombereaux de brumasse. Mais revenons au grillon. Une vie de rien du tout. C'est ainsi qu'il pensait encore il y a quelques jours, avant que le minerai lui tombe sur le coin de la gueule. Mais maintenant qu'il est là, à danser le tango avec la faucheuse, il n'arrive plus à se dire que la vie d'un grillon, elle vaut moins que celle d'un oiseau. La vie, c'est la vie, un point c'est tout. Et dans le lit de cailloux noirs où il attend, avec la mort qui lui a déjà bien préparé les draps, il a envie de se prosterner, Fernand. Il a envie de se prosterner devant le miracle de toutes les vies, même celle du pire des pourris. Merci. Merci Céline, merci infiniment. Eh bien, on va passer à la troisième autrice ce soir, Kinga Wierzykowska. Alors, Kinga, c'est un roman aussi totalement différent des deux autres. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que le prix Première Parole a sélectionné 6 romans totalement différents, euh, avec non moins de talent. Mais Kinga, j'aimerais revenir sur votre parcours parce que je pense que votre parcours cible exactement tout ce que vous avez fait dans votre vie en réalité. Euh, a des accointances évidentes avec votre roman. Vous êtes né à Varsovie, vous avez suivi vos parents au début des années 80, vous avez étudié les lettres modernes, vous avez connu tous les milieux, école normale supérieure, la faculté, entre guillemets, l'élite de la nation aussi, et on en parlera après. Vous avez commencé une thèse, vous avez fait dans l'audiovisuel, vous faites partie de l'agence littéraire Tram qu'on connaît particulièrement bien aussi. Vous avez touché à tous les domaines et au final, votre roman, il est clairement dans cette veine-là. C'est-à-dire que vous critiquez une société que vous connaissez parfaitement. Et là, on ne pourra pas vous attaquer au niveau de l'appropriation culturelle, clairement, puisque vous savez de quoi vous parlez. J'aimerais que vous nous parliez de cette aventure du premier roman, de cette aventure assez folle d'un premier roman et de son parcours de vie qui, en effet, mêle tous ces éléments-là. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Merci pour cette question qui, en fait, qui a eu deux temps dans votre question et à laquelle je répondrai aussi en deux temps. Alors, effectivement, hein, je suis arrivée comme vous le rappeliez, en France dans les années 80 et je suis arrivée en CP et puis j'ai changé au cours de ma scolarité une douzaine de fois d'établissement.
Puis j'ai fait des études, j'ai changé également, hein. J'ai eu l'impression comme ça, lorsque vous avez mentionné mon parcours de saut à différents endroits et effectivement dans différents milieux. Ce qui, du début du parcours, c'est-à-dire avec une arrivée en France jusqu'au bout, a nécessité en réalité une sorte d'adaptation permanente. Alors quand on doit s'adapter un peu en permanence aux différents milieux qu'on côtoie, on développe, je pense, à la fois peut-être une forme de distance, peut-être une certaine observation, et peut-être également une sorte de position qui est celle du un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire que voilà, j'ai l'impression que c'est également cette position un peu à la fois distante et de l'intérieur que j'ai essayé d'adopter dans Patte Blanche. Alors, en ce qui concerne l'aventure du premier roman, pour en revenir un peu à la manière dont les choses se sont construites pour moi, alors j'ai commencé en réalité avant Patte Blanche, il y a eu deux romans jeunesse. L'un qui est sorti en 2015 et l'autre en 2017. Alors, comme vous l'avez rappelé également, j'ai fait des études de lettres, j'ai un peu enseigné la littérature, et je crois que la littérature jeunesse est ce qui m'a permis de trouver une liberté, quoi, de me détacher de tout le, peut-être de tout ce qui, quand on étudie la littérature, nous écrase, de tout ce qu'on sacralise, de tout ce qui fait qu'on se sent pas forcément autorisé à, euh, à écrire. Donc voilà, j'ai écrit ces deux livres jeunesse également pour me débarrasser peut-être du carcan, du savoir qui enveloppait la littérature et pour retrouver le goût de l'histoire, du récit, de la narration, qui est euh, j'ai entendu tout à l'heure Mona dire qu'elle n'avait pas écrit du tout. Alors moi, j'ai écrit ado, des poèmes, des nouvelles, etc., etc. J'ai écrit enfant et puis après j'ai complètement arrêté pour en réalité être davantage une lectrice ou une commentatrice de ce qu'écrivaient les autres. Donc il a fallu d'une certaine façon pour accéder à l'écriture me débarrasser de tout ça. La littérature jeunesse m'a permis ça, m'a permis ce mouvement de liberté et peut-être m'a donné l'autorisation de voilà de prendre la parole. Et puis ensuite, parce que j'ai eu l'impression également que j'avais envie d'aller gratter des choses assez sombres et que la littérature jeunesse n'est pas forcément le lieu de ça, d'aller chercher des personnages ambigus, peut-être dont qui garde cette part d'ambiguïté tout au long des histoires que j'avais envie de raconter. Là, je suis passée à la littérature, je sais pas, adulte, enfin, je sais pas comment. Alors, j'aimerais que vous nous parliez de ce fait divers qui, avec cette famille donc, qui se retrouve épinglée à la page des faits divers quand elle s'enferme dans son manoir de Yerville en Normandie et refuse d'en sortir, qui fait penser donc au reclus de Montflanquin. J'aimerais que vous nous parliez de cette affaire-là qui, comme Céline, à travers un fait divers, vous a permis de vous en détacher aussi en grande partie, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais j'aimerais que vous nous parliez de cette histoire-là, mais ensuite de savoir comment vous avez articulé votre roman autour de ce fait divers en postulat, en tant que postulat. Alors d'abord, en quelques mots, hein, l'histoire des reclus de Montflanquin, c'est une histoire qui a été assez médiatisée, qui s'est déroulée sur une dizaine d'années, dans les années 2000. J'ai plus exactement la date, mais je crois qu'ils sont sortis. Alors en fait, ils sont pas sortis tous en même temps, mais autour de 2009, du château dans lequel ils étaient enfermés. Et donc, il s'agit d'une famille bordelaise, un peu bien sous tout rapport, une vieille famille, comme on dit, les Védrines, qui qu'on a d'abord, alors c'est surtout ça, c'est que j'ai d'abord entendu parler de ce fait divers quand ils étaient encore enfermés dans le château. Et donc, vous pouvez imaginer des images qui nous parviennent à travers, je sais pas, le journal télévisé d'une famille enfermée, les volets fermés, la caméra qui essaye de capter quelques instants. Et alors évidemment, ça suscite, en tout cas chez moi, mais j'imagine chez un bon nombre de téléspectateurs, une sorte d'envie d'en savoir plus et d'en voir plus.
Et du coup, évidemment, quand ils sont sortis, j'ai lu les témoignages des deux femmes hein, qui ont raconté ce qui s'était passé à l'intérieur et les raisons pour lesquelles ils avaient tous décidé de s'enfermer ensemble. Et puis euh, quand j'ai lu l'histoire, alors d'abord il y a ce rapport un peu aux faits divers qui se pose. Moi j'ai lu Emmanuel Carrère qui s'est emparé comme ça de faits divers de l'histoire de Jean-Claude Roman, etc., etc. Euh, et j'ai beaucoup aimé l'adversaire, hein, j'ai beaucoup aimé ce qu'il en avait fait. Mais au moment où j'ai commencé moi-même, alors d'une part avec mes propres obsessions et en ayant l'histoire des reculs de Montflanquin et de leurs témoignages, à me poser la question de le retranscrire. D'abord, je me suis posé la question, est-ce que je vais écrire l'histoire des reculs de Montflanquin Et puis, je me suis dit, mais quelle est ma légitimité à raconter une histoire, à m'emparer d'une histoire, alors que d'autres, ceux qui sont à l'intérieur, témoignent certainement d'autres choses, puisque évidemment, en m'en emparant, j'allais la transformer, lui instiller mes propres obsessions, mes propres névroses, lui donner une forme d'interprétation. Et c'est quelque chose dont je ne me suis pas sentie légitime. Et puis voilà. Et puis ensuite, il y a évidemment l'idée que eh bien, ce premier roman, il était aussi d'une certaine façon, lorsque je me suis souvenue du fait divers des replus de Montflanquin, j'avais déjà en tête un certain nombre de motifs, un certain nombre peut-être de personnages que je voulais exploiter. Quand j'ai commencé à écrire en 2016, donc juste après l'année 2015, qui a été une année particulièrement euh, violente en France, mais également en Europe, hein, sur à beaucoup de niveaux, et qui est une année qui m'a beaucoup inquiétée, qui a réveillé aussi des euh, ben, je veux dire, c'est une année où on a vu à la fois des mouvements de repli un peu partout en Europe et qui a réveillé chez moi. C'est pas des peurs, mais disons ces préoccupations d'enfants immigrés maintenant très adaptés, très, je sais pas, très intégrés, qui est un mot que je n'aime pas, mais voilà, qui qui suscite pas mal d'interrogations chez moi. Et donc, pardon, j'ai fait une sorte de fil qui m'a moi-même un peu perdue. Euh, mais, euh, mais voilà comment c'est Montflanquin, comment finalement de l'affaire des Montflanquin, j'ai gardé un fil narratif, une arche qui va d'une photo de famille au départ, c'est-à-dire une famille bien sous tous les angles, où tout a l'air d'aller bien, bourgeoise, bien comme il faut, etc., etc., à une famille qui est enfermée dans sa résidence secondaire. J'ai gardé cette arche-là et puis j'y ai instillé mes propres obsessions et j'ai créé les personnages, etc., etc., qui, que j'ai enfermés dans cette boîte. Alors justement, cette famille, les Simard Dutheil, dans ce manoir, qui forment une famille, comme vous l'appelez, bon chic, bon genre, presque parfaite, comment vous pouvez expliquer cela en réalité? Est-ce qu'il fallait absolument une famille aux gros moyens qui danse la chenille dans une fête familiale? Est-ce qu'il fallait ce type-là pour en déceler, pour en donner des conséquences encore plus dramatiques? Ça aurait été intéressant aussi, peut-être, d'avoir la même chose avec une famille beaucoup plus modeste. Est-ce que le débat s'est posé aussi à vous? Alors, ça aurait été intéressant. On pourrait reprendre, je veux dire, une famille beaucoup plus modeste pourrait également s'enfermer chez elle et puis se mettre à l'abri du monde pour plein de raisons. Il se trouve que dans cette histoire-là que j'avais envie de raconter, c'était sur la bourgeoisie que j'avais envie de me pencher, et notamment parce que j'avais envie alors entre autres parce que j'avais envie de travailler sur cette manière dont ce qui ruisselle de la bourgeoisie, ce n'est pas seulement ce que
ce ruissellement tant attendu par d'autres gouvernements, mais c'est également parfois des idées qui sont des idées d'extrême droite, qui sont euh, des qui sont des idées assez rances. Et donc j'avais envie, j'ai l'impression qu'on médiatise beaucoup la manière dont les idées d'extrême droite gagnent des milieux populaires, comme si finalement, hein, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas, mais comme si finalement c'était réservé à des milieux populaires ou à la faveur euh, de moyens économiques restreints, d'un voisinage dérangeant, eh bien, ces idées-là pouvaient se diffuser et se répandre. Et il m'a semblé, parce que c'est aussi le résultat à la fois effectivement d'observations que j'ai pu avoir, et puis ensuite d'observations à mon échelle, donc simplement par les milieux que je peux fréquenter, mais également en observant le monde tel qu'il va, eh bien évidemment c'était beaucoup plus c'était également quelque chose qui euh, par le biais de certains médias. Alors voilà, il y a des personnages de journalistes dans mon roman. Eh bien, c'était des idées qui pouvaient se transmettre, se contaminer les unes les autres par un effet de panique ou par des désirs de manipulation et se répandre sur le reste de la société. Alors justement, par rapport à cela, je sais que les écrivains n'aiment pas trop dire qu'ils dénoncent quelque chose dans leur roman, mais quand même, il y a quand même un fort pouvoir d'engagement dans ce roman-là. Et évidemment, on y cautionne beaucoup de choses, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'il est extrêmement humain. Mais derrière ce roman-là, euh, avec une certaine subtilité, vous arrivez à détonner, à décortiquer les moindres relents extrémistes, les moindres relents xénophobes, notamment parce que c'est un roman contre la xénophobie aussi. Mais j'aimerais que vous nous parliez de cette envie, cette volonté de dénoncer des choses à travers la forme romanesque. Non, alors j'ai pas voulu je ne me suis pas dit je vais dénoncer des choses à travers la forme romanesque. D'abord parce que pour un peu reprendre ce qui s'est dit tout à l'heure, je veux dire, dans chacun des personnages, et ça peut paraître dans chacun des personnages, dans chacune des névroses qui les gagnent, hein, c'est-à-dire, et bien, j'ai mis un peu de moi-même. J'ai mis un peu pour pousser au bout, c'est-à-dire que la panique qui gagne ces différents personnages et qui va effectivement les faire aller vers du repli, vers, eh bien, c'est des choses qu'avant tout j'ai voulu décortiquer avant de les dénoncer, et puis parfois également parce qu'elles m'inquiétaient. Elles m'inquiétaient, mais comme pas comme quelque chose que je regarde de loin, comme quelque chose, encore une fois, que je regarde un pied dedans, un pied dehors. Je pense qu'à différents moments de notre existence, on vit dans une période où on est tous un peu soumis à l'inquiétude, à la panique pour des raisons ou pour d'autres. Et on sait très bien que ces moments de peur sont des moments qui peuvent être orientés dans un sens ou dans un autre. Je ne cherche pas à dire où est le bien, où est le mal. Je cherche à regarder ça et à essayer de voir comment ces mécanismes s'emballent, se contaminent et peuvent de temps en temps nous faire perdre pied. Voilà, j'ai davantage essayé de voir comment les personnages de Patte Blanche perdent tous pied. Alors, ils perdent tous pied. Il y a peut-être un personnage qui est celui de Paul, hein, qui est le personnage sur lequel s'ouvre le roman. Et effectivement, alors si on parle d'une forme de dénonciation, c'est un personnage qui a été également inspiré par un certain nombre qui est une construction assez hétérogène, mais entre autres dans cette logorée, puisque c'est un personnage qui a une chaîne YouTube sur laquelle il va analyser la situation politique, les
mais également les ragots qui affectent la vie publique et sur laquelle, à travers cette espèce de logorée, il va diffuser des idées, pour le coup clairement d'extrême droite. Hein. Lui s'inscrit là-dedans et c'est clairement dit de cette manière-là. Ce que j'ai voulu pointer chez lui, c'est qu'il ne s'agissait pas au tout départ d'une volonté même d'un sentiment. Enfin, c'est une manipulation opportuniste de ce discours-là. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que c'était quelque chose qui fonctionnait parce que c'est un discours aussi simplificateur, etc., etc. Comme c'est quelqu'un qui veut revenir à l'avant de la scène, eh bien, il prend ce discours-là et il va l'utiliser pour des raisons également de mise en lumière et de retour sur scène. Et alors, cette inquiétude dans la famille, on n'a pas dit pourquoi il y avait une inquiétude, c'est ce frère caché. On ne dévoile rien non plus là, c'est noté sur la quatrième de couverture, je crois. C'est un frère caché qui écrit à ses frères et sœurs et qui déclare son existence pour revenir en France, pour venir en France. Un frère caché de son père en Syrie et qui va venir chatouiller cette famille sur son propre passé et en tout cas déclencher certains événements. Ce frère-là, justement, il n'existait pas dans l'affaire des reclus de Montflanquin, il me semble pas. C'est aussi votre rapport évident dans ce roman-là. Quelle a été l'idée de départ? Est-ce qu'il y avait aussi au départ peut-être d'autres choix que ce frère-là? Est-ce que pour vous, c'était une évidence aussi qu'il fallait un passé familial pour interroger aussi la famille en son sein, la famille dans ses relations intrafamiliales, parce que c'est clairement un roman où on reconnaît aussi beaucoup de nos propres familles, c'est le moins qu'on puisse dire. J'imagine que beaucoup s'y sont reconnus, de près ou de loin, mais en tout cas, est-ce que pour vous, c'était aussi cette envie, cet élément déclencheur d'interroger le passé familial de chacun? Oui, alors je vais revenir du coup rapidement sur le fait divers des reclus de Montflanquin, puisque c'est un fait divers dans lequel, eh bien, lorsque les différents membres de la famille sont sortis, eh bien, ils ont tous dit qu'ils avaient été manipulés par quelqu'un d'extérieur à la famille. Ce qui était extrêmement troublant dans cette histoire-là, c'était que cette personne les avait manipulés, mais qu'elle les avait manipulés de loin, par quelques coups de fil de temps en temps. Donc, ils étaient enfermés là, dans ce château, à parfois se faire subir de véritables tortures psychologiques et physiques. Euh, par par une manipulation, enfin par un travail de manipulation de quelqu'un qui n'était même pas avec eux là-bas. Alors ça, je trouvais ça fascinant, le fait qu'il n'était pas avec eux là-bas. Mais en revanche, je me suis dit, la conclusion pour moi, c'était que, ben, bien évidemment, c'est parce qu'il avait su tout d'abord jouer sur tout ce qu'il y avait déjà dans cette famille d'un peu pourri, d'un peu de peut-être malade, de blessé aussi. Hein. Je pense il y a aussi de ça, de passionné, et qu'il avait su saisir tous ces éléments pour les faire jouer les uns contre les autres. Et c'est vrai que moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment une famille euh, comment, enfin oui, il me semble que la famille est aussi bien d'autres choses, mais elle est aussi un milieu assez pathogène où on peut comme ça se cultive se cultive et prospèrent nos différentes angoisses. Donc oui, j'avais envie que cette intrigue-là euh, reste d'une certaine façon dans un contexte familial. Et c'est aussi un roman, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un roman sur le repli de soi-même. Alors en période de crise migratoire, aujourd'hui et depuis des années, justement, évidemment, ça a du sens. Cette volonté de se replier sur soi à partir d'un élément déclencheur. Est-ce que finalement, le repli de soi, il est inhérent à l'être humain? Est-ce que concrètement, vous aviez envie aussi de montrer que on avait forcément peur de l'autre selon sa propre éducation, selon son milieu social peut-être, ou au contraire, on peut changer nos perspectives? Alors c'est drôle parce que la dernière fois, donc j'étais à une rencontre vraiment passionnante à Yerville où se déroule où justement toute cette famille Simard Dutheil s'enferme. Et puis quelqu'un dans la salle m'a posé la question de savoir si finalement c'était ça l'aboutissement de quasiment que je considérais comme
naturel comme conséquence de notre peur du monde, quoi. Pas naturel, mais enfin voilà. Est-ce que finalement, et je me suis dit, bon, ouais, ce serait bien le comble si tout le monde avait envie de s'enfermer en lisant un livre, je serais bien passée à côté de ce que j'avais, en tout cas, de ce qui sous-tend même mon écriture, puisque il y a rien qui en tout cas moi personnellement ne suscite davantage ma propre peur que cette idée de s'enfermer, y compris avec les miens ou surtout avec les miens, dans une même maison et de plus en sortir pendant tout un temps. Hein. J'ai vécu la perspective du confinement, alors pas le confinement lui-même, puisque parfois la réalité ne correspond pas exactement au fantasme qu'on en a, mais en tout cas l'arrivée du confinement qui est arrivé à peu près au moment où j'en étais, je sais pas, peut-être enfin, ça a été un roman beaucoup plus ample que ça n'est aujourd'hui, donc j'ai coupé, mais j'étais en plein milieu de l'écriture de ça, donc en plein milieu d'une histoire d'enfermement dans une maison, et puis le confinement est arrivé, et voilà, ça, j'avais l'impression par moment que les choses se réalisaient à échelle collective. Mais cette tension, alors après, évidemment, hein, on connaît tous les raisons pour lesquelles on a été confinés, c'est pas du tout. Mais en revanche, c'était avant d'écrire Pâte Blanche, j'avais la sensation, en tout cas. Euh, alors j'ai travaillé aussi pendant assez longtemps sur pour une boîte un peu de manière alimentaire où je faisais des sortes de comme ça de ça, ils appelaient ça un peu de manière pompeuse un observatoire de la vie contemporaine. Et donc, je réunissais plein d'éléments. C'est un fonctionnement un peu paranoïaque de rapport à l'actualité, mais je veux dire, je lisais des choses, des livres qui auraient pu, et j'allais voir des films et des choses comme ça, et un peu partout, j'essayais de voir les thématiques qui se dégageaient de tout ça. Et cette thématique, cette aspiration à être bien chez soi et à y rester, hein, qui est aussi quelque chose de l'ordre du réconfort. On le voit aussi avec, voilà, je sais pas, même le télétravail, hein, il y a cette idée de pouvoir être chez soi le plus possible. Bah oui, moi, c'est quelque chose en tout cas, que je regarde avec un peu de crainte. Et c'est aussi une crainte des réseaux sociaux ou en tout cas du monde médiatique dans lequel on est, des nouvelles technologies. Par exemple, vous dites, vous scrollez la vie des autres sans émotion, anesthésiée. C'est tout le livre, tout le roman est extrêmement cynique, drôle parce qu'il pointe évidemment les excès de nos sociétés et notamment cette critique des réseaux sociaux et du monde virtuel dans lequel on est. Cette superficialité en réalité des élites, notamment, vous citez Éric Zemmour aussi parfois. Qu'est-ce qui vous, au final, cette critique-là, pour vous, il fallait qu'elle soit, elle est évidente pour vous en réalité aujourd'hui. On ne peut pas vivre dans ce monde-là à se regarder le nombril constamment, à être d'un égocentrisme affolant. Il y a quand même beaucoup de choses dans votre livre qui nous montrent aussi nos propres facettes, qui nous font avancer au même titre que le livre de Céline et de Mona dans nos différentes pratiques. C'est très intéressant de voir que vous arrivez à retranscrire tout ça dans un roman avec humour parce qu'il y a quand même beaucoup d'humour, c'est le moins qu'on puisse dire. Justement, j'aimerais avoir votre avis là-dessus sur cette critique farouche de ce monde-là, de ce monde virtuel. Alors, je ne critique pas le monde. Alors déjà, je critique pas seulement les réseaux sociaux. Je critique, ou en tout cas, j'observe euh, le raz-de-marée euh, in- informationnel, je veux dire, de données sous lequel on peut avoir la sensation d'être noyé. C'est-à-dire que je n'ai pas, je ne peux pas vous dire si aujourd'hui les réseaux sociaux, enfin, je veux dire, on pourrait dire il y a des avantages, il y a des inconvénients. Vous voyez, on pourrait faire thèse et antithèse pour chaque chose que vous avez cité, les réseaux sociaux, toutes les informations qui nous arrivent, c'est bien parce qu'on sait maintenant plein de choses sur le monde. Moi, j'ai la sensation, ou tout du moins moi, que mon cerveau actuellement ne peut pas ou ne sait pas gérer tout ça en même temps et que ça me met dans un état de grande nervosité face au monde.
Et que ça me met, si vous voulez, dans cette espèce d'état où j'ai l'impression, comme quand on est pris entre plusieurs vagues, j'ai à peine le temps de reprendre ma respiration que bam, Poutine a fait telle déclaration. J'ai à peine le temps de prendre ma respiration que bam, on m'envoie un nouveau placard à acheter chez Ikea. J'ai à peine le temps de reprendre ma respiration que boum, autre chose. Eh bien, moi, là-dedans, je me noie. Et effectivement, ça me met dans ce que je décrivais, hein, qui est un état que j'ai instillé un peu à mes personnages. Ça me met dans un certain état de panique et dans une incapacité parfois à analyser les choses. Alors oui, je pense que la solution, c'est parfois d'éteindre, mais elle ne suffit pas. C'est-à-dire que le problème, ce ne sont peut-être pas les réseaux sociaux, encore on sait que certaines applications sont faites pour être addictives, donc c'est encore plus difficile de sortir de la vague, mais c'est l'usage qu'on en fait. Je pense qu'on est à une période où on ne sait pas très bien utiliser tout ça. Et je pense que dans tout ça, dans cet afflux d'informations, dans cet afflux de données, eh bien, on a parfois du mal à reprendre son souffle et à simplement ben, prendre le temps de comprendre les choses. Il faudrait s'enfermer dans une mine ou aller en forêt? Ben, sans son portable, dans ce cas, dans une mine, ça va, on capte pas, mais il y a des forêts où on capte bien. Les deux, peut-être. Enfin, dans la mine, non, mais voilà. J'ai une dernière question, Kinga, notamment sur vos influences. Vous citez Witold Gombrowicz et Julia Kristeva en épigraphe, ce qui n'est pas rien. Pour le coup, où vous situez concrètement en littérature? Vous êtes dans le monde littéraire depuis déjà de nombreuses années. Est-ce que vous avez des influences particulières? Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous façonnent en tant qu'écrivain? Alors, je cite notamment Gombrowicz. Hein, c'est un auteur qui évidemment qui m'a beaucoup marqué, sur lequel j'ai par ailleurs travaillé, mais qui surtout me permet peut-être de un peu définir, parce que j'aime vraiment beaucoup de choses très très différentes. Mais si je dois parler en termes d'influence, je sais que j'aime lire tout d'abord des auteurs qui me font souvent perdre pied, c'est-à-dire qui m'emmènent d'une manière dont j'ai l'impression qu'elle est relativement balisée et qui tout à coup, je sais pas, on a l'impression de marcher sur un parquet parfaitement ajusté et en fait des lattes manquent et on se tord un peu la cheville. Voilà, j'aime bien me retrouver sur des territoires dont je ne sais pas exactement ce qu'ils sont, ou en tout cas qui se transforment au fur et à mesure de la fiction. Après, effectivement, j'aime les romans qui vont faire naître des personnages euh, monstrueux, mais quand je dis monstrueux, je ne mets pas là-dedans un jugement moral. Je dis que ce sont des personnages qui se débordent eux-mêmes, des personnages par exemple d'obsession. Alors j'ai autant pensé, alors c'est par petites touches, mais j'ai pensé pour le personnage d'Isabella qui est un peu euh, La je vais peut-être lire matière. un passage, voilà, la matriarche de cette famille. J'ai un peu pensé à Miss Dalloway parmi ses fleurs. Enfin voilà, avec ce flux aussi de paroles et que voilà, d'écriture rythmée que je peux aimer chez Virginia Woolf. Et puis, il y a des personnages qui m'ont définitivement beaucoup marqué, comme, je sais pas, ces monstres masculins qu'on trouve chez Hubert Selby Jr., Le Démon, par exemple, hein, qui est un grand roman sur l'obsession, et voilà, et mes personnages sont tous, ils ont comme point commun d'être des personnages très obsessionnels. Donc voilà, si je devais citer des sources, en tout cas des choses qui m'habitent, ce serait celle-ci. Et j'ai encore une dernière question. Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez un petit peu dans chacun des personnages. C'est intéressant parce qu'ils sont quand même très différents les uns des autres. Pas Euh, très simple. non, en effet. Justement, comment vous y mettez un petit peu de vous concrètement? C'est sur l'aspect physique, sur l'aspect moral, sur l'aspect genré. Concrètement, comment on met un petit peu de soi dans chacun des personnages? Ben, quand on, quand on va creuser ce qu'il y a, on a au départ des personnages qui sont peut-être un peu des figures aussi, hein, que j'ai alimentées de différentes manières, dont on pourrait avoir l'impression qu'elles sont comme ça perçues de l'extérieur. Et puis dans ma manière d'écrire, euh,
j'essaye de passer d'un personnage à l'autre, et puis il y a systématiquement des bribes de leur langage. Alors par exemple, il y a déjà ça. Je travaille beaucoup sur le langage des personnages. C'est vraiment une chose qui m'intéresse beaucoup. Je suis traversée par ces voix, mais ces personnages sont également traversés par les voix des autres. Et donc, euh, je crois que c'est dans cette espèce de décloisonnement de soi et des autres que je mets un peu de moi, quoi. Je sais pas, ça fonctionne plus comme comme une contamination générale. Et après, précisément, je saurais pas vous dire ou je ne vous dirai pas dans chacun des personnages ce que j'ai mis de moi. Mais oui, je suis allée chercher ce qui est pas toujours joli dans une idée que je peux avoir ou dans quelque chose que je peux penser ou quelque chose que je peux observer. Voilà, j'ai parlé tout à l'heure d'une sorte de capacité d'adaptation. C'est aussi presque quasi de la métamorphose ou quelque chose de cet ordre-là en fonction de là où on se trouve. Donc, voilà, je sais plus, là, l'auteur ne me revient pas, mais je sais même pas si c'est un roman que j'ai tant aimé que ça, mais c'est un roman anglais à moi seul, bien des personnages. Je sais plus de qui il est, mais l'auteur est très connu. Ben voilà, c'est un peu ça. Eh bien, cette idée de décloisonnement me plaît en effet beaucoup. Euh, et si vous nous faisiez la lecture d'un extrait, Kinga, pour terminer cette belle rencontre? C'est à vous. Avec plaisir. Bon, alors je vais vous lire le passage qui présente justement le personnage d'Isabella, enfin voilà, qui est un peu au début du roman, parce que comme j'ai évoqué ce côté un peu Dalloway, voilà, c'était difficile pour moi de choisir un passage. Je sais pas pourquoi, là, un passage court. Alors voilà, je lis ça. Irrésistible Isabella, sur cette photo postée sur Instagram le 12 octobre 2014. C'est une journée particulière, une journée d'anniversaire avec un mois d'avance parce que le 14 novembre, c'est barbant. Il fait toujours froid. Isabella a mis sa robe mauve en soie légère pour découvrir ses épaules sans frissonner d'autre chose que du plaisir de se sentir jolie. Elle penche la tête sur le côté, vers le bouquet d'asters blancs serré dans sa main gauche. On ne voit pas la droite, ni ses jambes, c'est un plan américain, mais on imagine facilement qu'elle porte des sandales à semelles compensées beige, pratique et glamour. Elle destine les fleurs à la décoration du buffet et va les lancer une par une sur la nappe pour créer une atmosphère prime sautière et un effet de savant négligé. Elle ne veut pas d'une cérémonie trop formelle, surtout pas, juste bucolique. On est à la campagne après tout, à Yerville, où elle habite désormais à mi-temps. Au clos, plus précisément, que dans la famille, on appelle le cottage avec l'accent anglais en allongeant exagérément le A pour se moquer un peu de soi-même. La maîtresse des lieux aime rire, la légèreté. Elle a lâché ses cheveux, pourquoi pas? Elle pensait mettre un chapeau toscan, mais elle ne le trouve plus aucune importance. Ses boucles noires lui chatouillent le dos, libre, sauvage. Avec son teint hâlé de l'été, c'est extra. Elle hésite devant la grande table dressée. Les assiettes, les verres et les couverts ont été disposés de façon maussade, en rang ordonné des deux côtés de la table, comme alignés pour une bataille. Il faut chambouler tout ça. De la fantaisie avant toute chose. Isabella dissémine la vaisselle ça et là par petites piles, idem pour les couverts, voilà qui donne du mouvement à l'ensemble, de la joie. On aurait pu mettre davantage de couleurs encore, mais elle songe au reflet bleuté des fleurs de lin et regrette de ne pas être née au printemps. Enfin, il n'y a pas de quoi se plaindre, la journée s'annonce magnifique, la fête pourra se dérouler à l'extérieur, chacun aura le loisir d'admirer le parc, sa fierté. Tout pousse. 2014 a été une année particulièrement chaude, ce qui ne l'inquiète pas. Elle est de nature optimiste, pas comme Clotilde qui imagine tout de suite des catastrophes en série. Et tiens, tant qu'on y est, l'apocalypse. Qu'elle regarde plutôt le magnolia, un prodige, un miracle. Il fleurit de nouveau en plein mois d'octobre. Du moins, Isabella l'espère, elle n'a pas pensé à vérifier depuis la veille. Elle sait la nature capricieuse, tout peut faner en une seule nuit. Pendant que Clotilde s'affaire, Isabella goûte un dernier instant de solitude devant le magnolia paré de fleurs d'un élégant rose poudré. Elle ferme les yeux pour se concentrer sur leur parfum.
Elle inspire, fronce les sourcils, recommence, rien. Peut-être que les phéromones ne dégagent plus d'odeur à l'automne. Elle frissonne. À l'ombre, il fait froid. Elle ne veut pas avoir à se changer, sa tenue lui va à merveille, une vraie jeune fille, a susurré Marco en l'embrassant dans la nuque. 70 ans. Elle hume l'air aux senteurs mêlées de sous-bois. La Normandie est humide, même quand il fait beau. Elle en paraît 10 de moins, si ce n'est 20. Merci, Kinga. Merci Il est temps beaucoup. de, il est temps de vous remercier toutes les trois, de vous souhaiter évidemment un très beau festival Terre de Parole. Et je crois que vous allez peut-être vous réunir ensemble en physique, il me semble. Je ne sais pas si Martin peut peut-être y répondre, mais je crois que la rencontre est prévue. Je ne sais pas si elle est dans cet ordre-là. Je crois pas, malheureusement. Non? Non, pas tout à fait. Bon, mais dans tous les cas, j'y Non, serai. non, J'y pas, serai, j'y pas en serai. physique tout ensemble, malheureusement. Ce que je peux juste dire, c'est que une fois qu'on connaîtra le nom de l'autrice ou de l'auteur lauréat, il sera invité, évidemment, pour la soirée de remise de prix. Voilà. Ça a été un casse-tête pour moi aujourd'hui de rester très neutre dans mes appréciations pour sur vos livres parce que je les ai vraiment beaucoup adorés, les trois, mais les six aussi. Ça a été un casse-tête et je souhaite vraiment un bon courage au comité de lecture pour sélectionner qui sera la gagnante ou le gagnant parce qu'il y a véritablement une très belle sélection. Donc merci à toutes les trois, merci à Martin et au Festival Terre de Parole et on se retrouve mercredi prochain avec les trois autres finalistes, Philibert Hume, Claire Baglin et François Grosso qui est éditeur au Chemin de Fer pour que vous ayez un panel total des interventions des six finalistes et faire enfin votre choix. Merci à tous. Merci Merci. beaucoup. Au revoir, À merci. tous. Bonne Au revoir. soirée à tous.